matin de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malekou, Fabien Guy, Onkevele. Bonjour auditeurs de Radio Gabon, bonjour fidèles auditeurs de Gabon Echo. Dans le cadre des rendez-vous hebdomadaires avec la rédaction de Radio Gabon, l'émission Gabon Echo reçoit cette semaine Jaurès Edundong, spécialiste en relations internationales. Avec lui, il sera question de voir pourquoi la fusion entre la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et la CAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tarde à se concrétiser. Bonjour Jaurès et bienvenue à l'émission Gabon Echo que vous connaissez déjà. Bien évidemment, c'est chez moi. Bonjour à vous, bonjour également à tous nos auditeurs. Et pour vous entretenir, Gérard Malekou. Bonjour Gérard. Bonjour à vous, bonjour à mes auditeurs et bonjour aussi surtout à nos fidèles. À la prise de son, Julien Makita. Je suis Fabien Ndiokenvele. Bienvenue à tous. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Le chemin qui mène vers la fusion entre la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour se conformer à l'esprit et à la lettre de l'Union africaine qui préconise l'existence d'un seul groupement par région reste encore long. Face aux multiples défis, les deux parties ont convenu à la signature dans les plus brefs délais d'un mémorandum d'entente établissant la nécessité pour les commissions de travailler en symbiose afin de parvenir à une convergence coordonnée et cohérente des programmes et projets communs tels que souhaités par les chefs d'État et de gouvernement. Alors, Jaurès, est-ce qu'on peut avoir un peu le contexte de ce mémorandum? Bien, je tiens déjà une fois de plus à vous remercier donc de m'avoir invité une fois de plus sur ce plateau pour apporter un peu des éclaircissements en rapport avec la question de l'unification de ces deux institutions, on va dire, supranationales. Il faut rappeler à nos auditeurs que le président de la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, donc en abrégé la CEAC, l'ambassadeur Gilberto Piedade Vereshimo, donc a rencontré, c'était le mercredi 24 février 2021 à son cabinet, le professeur Daniel Onondo, qui est le président de la commission de la CEMAC, donc Libreville Gabon. Il était question au menu de discuter sur les avancements du processus de réforme institutionnelle de la CEAC et les objectifs attendus de la nouvelle commission d'ici 2025. Il faut rappeler qu'il y a eu une mutation du secrétariat général de la CEAC à la commission. C'était donner un peu plus de légitimité à cette institution et surtout la modernisation de cet organisme-là face à un certain nombre de défis. L'Afrique centrale a du mal à mettre en musique la question d'intégration régionale pour des raisons, on va dire, multiples. Au sein de cet espace géographique, il y a deux institutions. Il y a la CEMAC, il y a également la CAC. Donc, il était question, afin de réaliser les objectifs de l'ambassadeur Vereshimo, à terminer son propos lors de cette rencontre en sollicitant la collaboration de la CEMAC avec la mise en cohérence des politiques et chantiers communautaires, surtout dans les domaines d'activité dont son expertise est avérée. Et face à un certain nombre de défis multiformes, les chefs de l'État de ces institutions-là sont convenus de la signature dans les plus brefs délais d'un mémorandum d'entente établissant la nécessité pour les deux commissions de travailler en symbiose afin de parvenir à une convergence coordonnée et cohérente des projets et des programmes communs tels que souhaités par les chefs d'État et gouvernement de cet espace géographique. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas la toute première rencontre
qui s'inscrit dans cette initiative. Il faut rappeler qu'en 2019, la CEAC et la CEMAC avaient commencé à mener des réflexions dans la mise en place d'une union douanière communautaire. C'est-à-dire véritablement parler d'une seule voix. On dit souvent, seul on va vite, ensemble on va plus loin. On a deux institutions qui ont été créées, la CEAC qui existe depuis 1983, la CEMAC qui est née quelques années après 1994. On a l'impression, il y a cette forme de chevauchement entre les prérogatives de ces deux institutions. Donc du coup, les chefs d'État et gouvernement de la sous-région ont trouvé qu'il était important de travailler dans la même direction afin de rentabiliser dans la mise en œuvre de la zone et libre-échange continentale, je veux dire, le continent de manière générale et l'espace d'Afrique centrale en particulier. Avant de continuer, vous avez parlé de ces deux zones avec les chevauchements, la CAC et la CEMAC. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation sommaire pour mieux comprendre de ces deux institutions? Il faut dire qu'il n'y a pas véritablement une distanciation ou encore différence des prérogatives entre les deux. Parce que les principaux objectifs de la CEMAC créée, il faut le rappeler, en 1994, voilà, donc la principale mission de la CEMAC est de développer un espace intégré et d'y promouvoir un développement harmonieux, ce qui n'est pas très loin également des objectifs de la CEAC, parce que l'objectif in fine, c'est de permettre en fait aux différents pays membres de ces deux organismes, parce qu'il faut dire que la CEMAC a 6 pays et la CEAC a 11 États, et tous les États qui sont au sein de la CEAC ne partagent pas forcément une même monnaie, ce qui est le cas des pays membres de la CEMAC qui partagent la monnaie qui est le franc CFA. Donc du coup, il était question en fait, au-delà du fait qu'il y a je vais dire une différenciation monétaire entre les États qui font partie de la CEAC, mais ils ont un objectif commun, c'est de développer leurs différents États, c'est de développer également l'Afrique centrale qui peine véritablement à mettre en musique la question de libre circulation des biens et des personnes. Lorsqu'on essaie de faire une comparaison entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, bon, je pense que les faits sont réels, c'est tangible, c'est le jour et la nuit. Quels sont les paramètres analytiques aujourd'hui qui expliquent ces phénomènes, entre autres le cadre institutionnel qu'il faut bien évidemment toiletter, harmoniser, moderniser pour permettre effectivement à ce que si le cadre juridique est bien structuré, harmonisé, je pense que sur le plan, on va dire, des organes ou encore des institutions qui doivent tout simplement mettre là en musique, il y aura une facilité en fait dans l'opérationnalisation de cet élément-là. Oui, Gérard Maleko. Alors, autrement dit, justement, quels sont, comme le disait Fabien, de manière brève, quels sont les freins justement à la mise en place de ce mémorandum? Qu'est-ce qui peut constituer en fait les entraves? Comme on dit souvent en diplomatie, la négociation, elle est permanente. Le premier élément qu'il faut mettre en exergue, c'est que ces différentes institutions, on va dire, ces deux organes-là sont composés par des États. Et lorsqu'on parle des États, on parle systématiquement du cadre juridique de chaque État, c'est-à-dire la Constitution, parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. Et c'est d'ailleurs un juriste autrichien, Hans Kelsen, qui disait que la fondamentalité de la Constitution s'illustre par le fait qu'elle est au-dessus de la hiérarchie des normes. Donc toutes les autres normes sont soumises à cette dernière, en ce sens qu'elles puisent leur validité et leur conformité à la Constitution. Et pour répondre de manière prosaïque à votre question, il faudrait effectivement que les textes qui seront élaborés au sein de ces deux organes-là soient en harmonie avec les constitutions de chaque État. Je vous disais tout à l'heure que la CEMAC est composée de 6 pays et la CEAC est composée également de 11 pays. Il y a un travail qui a commencé déjà à être élaboré au sein de la CEAC, c'est-à-dire la modernisation de cette institution, donc quitter du secrétariat général de la CEAC à la commission de la CEAC. Ce sont des réflexions qui ont été menées d'ailleurs sur le président Ali Bongo Ondimba, qui était président en exercice durant cette période-là. C'était pour donner un peu plus de tonus à cette institution pour que les États qui font partie de cet organe supranational mettent tout cela en musique au sein de leurs différents, on va dire, institutions locales. Donc, c'est dire véritablement que le véritable problème, si problème il y a, c'est la modernisation des deux institutions et surtout éviter qu'il y ait un chevauchement entre les prérogatives de la CEAC et la CEMAC pour que les deux institutions regardent tout simplement dans la même direction. Parce qu'il y a le cadre également sécuritaire qu'il ne faut pas oublier. Parce que la paix n'est pas l'absence de guerre.
la paix, c'est une philosophie. La paix, c'est un état d'esprit. La paix, c'est une volonté de bienséance et de justice. Donc, si déjà sur le plan sécuritaire, il n'y a pas un cadre bien juridique, un cadre bien normatif qui n'est pas mis en place pour permettre effectivement à ce que, en cas de balbutiement sur le plan sécuritaire, il y a l'instabilité politique, les autres États doivent venir en aide à d'autres, parce qu'on parle de la libre circulation des biens et des personnes. Si les djihadistes font comme c'est le cas au nord du Cameroun, et que, parce qu'il faut rappeler que depuis janvier 2021, on est passé à la phase de l'opérationnalisation de la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale. Ça, c'est sur le plan, on va dire, textuel des textes. Est-ce que de manière pragmatique, on le vit? Bon, c'est la question que nos auditeurs se posent. Nous également, nous posons de ces questions-là, mais il y a beaucoup de défis à relever. Autant la CEMAC, constituée de 6 États, semble former une communauté homogène, indépendamment de quelques atermoiements politiques, autant on retrouve cette dynamique pour ce qui est de la CAC. Mais en effet, l'Angola, la RDC et le Burundi sont à la fois membres des groupements régionaux d'Afrique de l'Est et australe, à l'instar de la SADC, ce qui dilue leur implication dans le fonctionnement de la CAC. Est-ce que cela explique aussi un frein à ce mémorandum, comme la question de Gérard Malekou tout à l'heure? Justement, la CAC, c'est une organisation supranationale qui est composée par des États. Oui. Vous avez cité le cas du Rwanda, du Burundi, de l'Angola, qui font partie d'autres organes supranationaux qui existent. Donc, du coup, les engagements qu'ils ont ailleurs, est-ce que ce seront les engagements qu'ils auront également au sein de la CEAC? C'est la question qu'on se pose. Donc, du coup, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments pour qu'après, qu'il n'y ait pas balbutiement dans la mise en place des engagements ou encore de cette harmonie, ce mémorandum qui sera bien évidemment signé, je vais dire ratifié sous peu, parce que en diplomatie, on parle de la ratification qui a 2 valeurs. La première valeur de la ratification, c'est que c'est une obligation. Et le deuxième élément, c'est une valeur juridique. Ça signifie que lorsque l'Angola, qui fait partie de la CEAC, va prendre l'engagement de permettre effectivement la symbiose, l'harmonie, l'union entre la CEAC et la CEMAC, il va falloir que ce pays mette en musique les engagements qu'il a pris au sein de cet organe-là. Je veux dire, dans ce mémorandum-là qui sera ratifié sous peu. Donc, du coup, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments pour permettre à ce que les pays de la CEAC, ceux de la CEMAC, puissent avoir une meilleure visibilité du cadre, que ce soit juridique, administratif, pour qu'après qu'on ne soit pas dans la théorie que j'appelle la satisfaction des îlots de tension. Comme aujourd'hui nous sommes en période, on parle beaucoup de l'agenda 2063, qui est un cadre mis en place par l'Union africaine. On a tellement envie de le mettre en musique que ces États prennent un certain nombre d'engagements sans pourtant tenir compte des réalités, on va dire, des éléments qui doivent mettre en harmonie pour qu'après ça soit pas une fois de plus comme j'ai dit tout à l'heure, la satisfaction des îlots de tension. L'intégration régionale en Afrique centrale reste dominée par l'absence d'une volonté politique des dirigeants pour parvenir à la création d'une seule institution. Pourtant, cette bipolarisation institutionnelle a montré ses limites car elle constitue, à n'en point douter, un frein au développement. Comment l'expliquer? Il faut tenir compte également des paramètres sociologiques. Parce que pour plusieurs États ou certains États au sein de la CEMAC, sur le plan démographique, se disent nous ne sommes pas assez nombreux. Si nous recevons, par exemple, les populations venant de la RDC, ils sont plus nombreux que nous. Est-ce qu'ils ne viendront pas s'installer chez nous? Sur le plan sécuritaire, on observe véritablement que nous n'avons pas assez d'outils nous permettant de nous défendre sur le plan sécuritaire, vu qu'il y a actuellement de l'instabilité dans un certain nombre de régions, pas seulement de l'Afrique centrale, même au niveau du nord du Mali, dans des zones au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en RDC. Du coup, il y a cette réticence qui existe sur le plan sécuritaire. Au-delà de ça, beaucoup se disent également, certains pays, que ce soit la CEAC ou la CEMAC, se posent également la question sur le plan démographique. Nous ne flirtons pas au même niveau que certains. Est-ce que nous ne serons pas... Bon, bref, il y a beaucoup de problématiques qui se posent qui font en sorte qu'il y a cette réticence
de certains chefs d'État et gouvernement, que ce soit la CEAC et la CEMAC. Mais tout compte fait, il faut dire qu'il y a un certain nombre d'avantages. Un certain nombre d'avantages dans l'unification de ces deux institutions. Le premier élément, c'est qu'il y aura un tarif extérieur stable. S'il y a un tarif extérieur stable, ce sera très avantageux pour ces États. L'autre élément qu'il faut rappeler, c'est la libre circulation des personnes. Parce que la première richesse, c'est d'abord l'homme. L'homme est au début et à la fin du développement. C'est par l'intelligence que se règlent les problèmes les plus difficiles, les conflits les plus difficiles, se règlent par l'intelligence. Donc ça passe également par la libre circulation des personnes avant les biens. Des politiques sectorielles intégrées et un mécanisme amélioré de financement de la communauté. Parce que pour bénéficier du commerce international, c'est important d'être au sein d'une organisation supranationale. Je m'explique. Ça permet à ce que lorsque le Gabon veut négocier avec l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, il a plus de force parce que le Gabon ne parle pas seul. Il y a un certain nombre d'avantages derrière. Vous voyez aujourd'hui la rivalité politique qu'il y a entre deux grandes puissances. On a les États-Unis et la Chine. Et cette rivalité est due à quoi? Tout simplement parce qu'il y a cette forme de concurrence déloyale qui est en train de se mettre en place entre les deux grandes puissances. Pourquoi? Parce que les négociations, des fois, ne suivent pas. Voilà pourquoi, au sein de l'OMC, ils sont en train de voir dans quelle mesure la mise en œuvre de négociations au sein de cette institution ne soit pas la géométrie variable. Parce qu'on est au sein d'une organisation mondiale qui est l'Organisation mondiale du commerce. Il ne faudrait pas que certains États puissent avoir un certain nombre d'avantages, contrairement à d'autres États. Donc, être au sein d'une organisation supranationale, c'est un avantage. Ça permet effectivement à ces États de pouvoir bénéficier des exonérations, des impôts, des taxes, voir dans quelle mesure également leurs produits peuvent facilement intégrer, pouvoir être dans les marchés européens, asiatiques, américains, etc., mais que ça soit bien évidemment des produits de bonne qualité. Il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on est au sein d'une organisation supranationale. J'ai vécu ces messages à ces États qui sont encore, on va dire, sceptiques. Oui, mais justement, alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on ne va pas demander à nos États de faire du copier-coller. Aujourd'hui, l'intégration régionale au niveau de l'Afrique de l'Ouest marche quasiment bien. Mais pourquoi ne pas s'inspirer justement de ce qui est le positif? Parce que les balbutiements sont quasi permanents. En fait, on n'avance pas du coup. Ouais, c'est vrai que, vous savez, l'institution a été créée, la CEAC a été créée, comme j'ai dit tout à l'heure, en 1983. Ouais. Il y a quelques années de cela. La CEMAC en 1994. Je pense que laissons le temps faire les choses et surtout mûrir la réflexion. Les réalités que nous vivons, que vivent les Ouest africains ou cet espace, on va dire, sous-régional, n'est pas forcément les mêmes réalités que nous vivons en Afrique. Justement, on allait en arriver. Est-ce que le retard infrastructurel n'est pas aussi un frein à cette intégration régionale? Avant de commencer déjà à parler des questions infrastructurelles, commençons déjà à voir les textes. Et c'est ça le grand problème en Afrique. On met souvent les charrues avant les bœufs. Il faut déjà commencer à solidifier le cadre juridique. Ça va permettre à ce que lorsque les entrepreneurs, lorsque les opérateurs économiques vont mettre en musique leurs différentes activités, qu'il y ait déjà un cadre juridique bien solidifié. L'Union européenne a été créée en 1900, on va dire dans les années 50. Je dis bien dans les années... à l'époque de la communauté économique européenne. C'est à partir de 1990, dans les années 90, il y aura la mise en œuvre du traité de Maastricht. Et c'est le traité de Maastricht qui va permettre de quitter de la communauté économique européenne à l'Union européenne. Et encore, tous les pays européens ne font pas partie de l'Union européenne. C'est pour dire ceci, c'est dire tout simplement qu'il a fallu effectivement que cette institution puisse gagner en maturation, puisse acquérir de l'expérience, puisse solidifier le cadre juridique. Pourquoi ne pas, bien évidemment, s'inspirer sur le plan des textes de l'Union européenne, s'inspirer également de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, s'inspirer de l'Afrique de l'Ouest parce que le prétexte régulièrement qui est souvent mis au devant de la scène, c'est l'insécurité, oui, mais ça n'empêche pas que l'Afrique de l'Ouest, les choses se passent très bien de ce côté-là. Pourquoi ça ne se passe pas chez nous? Je pense que commençons déjà à réglementer le cadre juridique, donc me permettre effectivement à ce qu'il y ait chevauchement entre la CEAC et la CEMAC en termes de prérogatives, mais non, après,
voir dans quelle mesure il faut bien évidemment mettre tout cela en musique à travers la construction des infrastructures et tout ce qui s'ensuit. L'objectif du mémorandum est d'œuvrer à des synergies, à la recherche et à la mise en œuvre des solutions idoines permettant de faciliter l'intégration régionale, d'accélérer la transformation économique et de favoriser le développement économique et social de la sous-région. Alors, lorsqu'on essaie de voir les avantages de ces mémorandums, les avantages que la CAC et la CEMAC travaillent ensemble, on constate qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à gagner. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les avantages comparatifs que nous, le Gabon, on peut avoir si et seulement si nous arrivions à fusionner ces deux institutions? Le premier avantage déjà, c'est celui de mettre en mesure la question de la diversification de l'économie. Et pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, il y a sur un plateau télévisé, j'avais été invité à développer un rapport avec la mise en place d'un outil de recensement, donc le recensement des agripreneurs, c'est-à-dire les entrepreneurs, ceux qui font dans l'agriculture, voilà, donc les agriculteurs. Donc avoir une meilleure cartographie de tous les agriculteurs gabonais. C'est une initiative du ministre de l'Agriculture, Biendi Manganga Moussavou. Donc c'est une volonté déjà politique de permettre effectivement à ce que le Gabon puisse véritablement bénéficier du secteur agricole, parce que nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Comment voulons-nous que nos produits soient consommés à l'extérieur si déjà nous n'acceptons pas que les produits des autres rentrent chez nous? Encore, ce que nous consommons vient de l'extérieur. Donc du coup, nous aurons comme avantage déjà de permettre qu'il y ait l'échange d'expertise. Comme je disais tout à l'heure au préambule de mes propos, la première richesse, c'est d'abord l'homme. C'est l'homme qui, au début et à la fin du développement, parce que l'économie gabonaise, et il faut le rappeler, est caractérisée par la forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur de la sécurité alimentaire. Et nous avons un secteur aujourd'hui qui est un pourvoyeur non seulement de fonds, qui est un pourvoyeur, qui est un secteur de développement, un secteur qui peut créer, qui crée de l'emploi sur d'autres cieux. Et en développant ce secteur de manière efficiente et surtout en mettant en place un certain nombre d'outils, va permettre effectivement à ce que le Gabon mette en musique la question de la diversification de l'économie. Donc, un avantage qu'on aura, c'est que nos produits sont les produits qui pourront sortir hors du Gabon. Et nous apporter des devises. Bien évidemment. Donc, ça crée plus de l'emploi. Ça permet également de connaître notre Gabon à l'extérieur. Pas seulement parce que les produits vont arriver au Cameroun, vont arriver en Guinée équatoriale, en Angola, mais ça pourra même aller au-delà de ces frontières. Donc du coup, c'est l'image du Gabon qui est vendue à l'extérieur. C'est les produits gabonais qui sont vendus à l'extérieur, et ce sera une très bonne chose pour nous. Au-delà de l'aspect que je mentionne tout à l'heure sur le plan entrepreneurial, d'autres avantages qu'on aura, c'est que ça va permettre effectivement à ce que l'État sorte un peu du gouffre d'économie de rente. Vu que nous ne dépendons que du pétrole, du manganèse, lorsque ces différents secteurs ou produits prennent un coup, cela a des répercussions sur le plan social dans la mesure où beaucoup d'entreprises sont aux arrêts. Et lorsque ces entreprises sont aux arrêts, c'est systématiquement des Gabonais qui sont en manque d'emploi, qui sont au chômage. Du coup, ça a des répercussions dans le tissu familial gabonais. Donc, c'est un plus. Il y a beaucoup d'avantages que nous pourrons bien évidemment bénéficier à travers cette libre circulation des biens et des personnes à travers la signature, la ratification de ces mémorandums. C'est comme je le disais, il y a un travail de fond qu'il faut mettre en place. Il faut sécuriser tous les différents éléments, parce que le développement, la sécurité et la création d'emplois sont indissociables et incontournables. On a besoin de la sécurité. On a besoin, si les populations sont en sécurité, ça va permettre effectivement à ce qu'ils puissent mettre au service leur savoir-faire et leur faire savoir. S'ils mettent au service leur savoir-faire et leur faire savoir, ça va créer bien évidemment de l'emploi à travers une pluralité d'entreprises qui seront créées par des Gabonais. Pas seulement des Gabonais, il y aura l'attractivité également des investisseurs, parce que les investisseurs viendront au Gabon. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent véritablement que nous sommes le marché, en fait, il est propice. C'est un marché qui est très fécond. C'est un marché, ils ont la possibilité d'avoir un retour sur investissement.
nous avons la zone économique spéciale d'Ongkok, qui est une zone qui est venue que les plus hautes autorités ont mis en place effectivement pour se faire connaître à l'extérieur et pour avoir une seconde production de nos matières premières. Parce que nous étions d'abord, rien qu'à la phase de la première production, si nous prenons par exemple le cas des contreplaquets, aujourd'hui, le Gabon est parmi les pays producteurs du contreplaquet et qui fait rentrer des devises dans notre pays. Tout dernièrement, nous avons vu la création d'une usine pharmaceutique pour éviter notre pays d'être toujours dépendant des produits extérieurs. Et nous constatons également que d'autres pays également sont en train de mettre en place les zones économiques. Est-ce que ces zones économiques-là ne vont pas faire chevauchement pour mettre réellement en vigueur ce mémorandum-là? Alors justement, je vais compléter la question de Fabien. En fait, lorsqu'on regarde un peu les politiques locales, on a l'impression qu'elles vont en porte-à-faux avec même les idéaux qui étaient légués, n'est-ce pas, ou du moins les objectifs fixés par les pères fondateurs, que ce soit de la CEAC ou de la CEMAC. Au-delà de la création, n'est-ce pas, des zones économiques, on a la même chose au niveau, par exemple, des compagnies aériennes. Alors qu'on parlait d'une compagnie sous-régionale, Air CEMAC, finalement, ça devient comme une arlésienne. Votre commentaire? Là, on parle des politiques publiques. Bien sûr. Et pourquoi on parle de politique publique? Politique publique tout simplement parce qu'il faut répondre aux besoins des populations. Si le gouvernement gabonais a mis en place la zone économique d'Ongkok, tout simplement parce qu'un constat a été fait. C'est celui de la transformation des produits sur place. Et en transformant les produits sur place, non seulement ça va créer également de l'emploi, c'est une valeur ajoutée. Donc la création, l'augmentation de la valeur ajoutée brute, ce sera un plus, la création d'emplois, et surtout, ça va permettre effectivement de s'accommoder à la nouvelle donne. C'est la vision impulsée par le plus haut autorité, en tel cas le chef d'État Ali Bongo Ondimba. Mais si il y a des États, il y a quelques semaines, quelques mois de cela, il y a un ministre qui était venu au Gabon visiter un peu la zone économique d'Ongkok, et la personnalité publique en question s'est inspirée, en fait a été éblouie de voir un peu ce qui s'est fait du côté d'Ongkok. C'est-à-dire que la zone économique d'Ongkok, c'est un trésor. C'est un trésor que nous avons au Gabon. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître folklorique, mais pour ceux qui sont sous d'autres cieux, c'est quelque chose de très avantageux pour nous. Je ne dis pas que tout est idyllique. Dans toute chose, il faut toujours des efforts. Dans toute chose, il faut mettre en place un certain nombre d'outils, de variations pour permettre effectivement de relever un certain nombre de défis. Ce n'est pas parce qu'on a créé cette zone économique d'Ongkok que ça fera en sorte qu'il y ait chevauchement. Le problème en Afrique centrale, c'est que il y a plusieurs années de cela, on était beaucoup individualistes. Chacun cherchait à prêcher pour sa propre chapelle. On vit aujourd'hui à l'ère de la mondialisation. Il y a la mondialisation, il y a la globalisation, il y a l'internationalisation. Et pour s'accommoder à ce trinôme-là, c'est important de pouvoir de travailler de temps en temps avec d'autres partenaires de développement. Parce que, comme je disais au préambule, que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Maintenant, il y a un élément à tenir compte, c'est celui de harmoniser les politiques publiques. Il y a les politiques régionales, sous-régionales. Maintenant, il y a les politiques également nationales qui doivent être mises en œuvre par les différents États. Vous avez parlé d'une compagnie aérienne. Ce sont des défis, des projections des chefs d'État de la sous-région. Je pense qu'au moment opportun, ces projets pourront voir le jour, mais il faut garder le mal en patience et permettre effectivement à ce que tous ces différents institutions, organes qui ont été mis en place puissent avoir des répercussions sur le plan social et sociétal, et que demain qu'il y ait un suivi, parce que c'est aussi ça le grand problème que nous avons en Afrique centrale. Nombreux sont des politiques publiques qui sont mises en œuvre, mais derrière il n'y a pas le suivi. Il faut un suivi, et pour qu'il y ait un bon suivi, il faut un nouveau type de management, et surtout l'évaluation des politiques publiques. Et s'il y a des outils qui sont mis en place dans un nouveau type de management et politique publique, on ne sera plus dans cette chevauchement. On a l'impression qu'en fait on tourne sur place, on a l'impression qu'en fait qu'on revient sur les mêmes éléments, parce que derrière il n'y a pas véritablement de rigueur pour évaluer à court, à moyen
et long terme où nous en sommes et surtout la vision qui a été impulsée dès le départ par les pères fondateurs des différents projets qui régulièrement sont mis en œuvre. Parce qu'on pourrait aller plus loin, on parlait même de passeport CEMAC et tout le reste. Bon, c'est en projection, parce que si on dit la libre circulation des personnes, systématiquement, on parlera d'une seule voie, on aura un passeport à la langue CEMAC. Donc ça signifie lorsque je vais au Cameroun, pour un objectif bien spécifique et pour un temps, pour une période également bien spécifique. Mais pour qu'on arrive à ce niveau, il y a un travail, je ne vais pas dire titanesque, un travail de fond à élaborer pour que ça puisse véritablement, pour que la mayonnaise puisse prendre. Voilà. Jaurès Ndoundong, vous êtes spécialiste en relations internationales. Nous arrivons tout doucement au terme de notre entretien. L'état d'avancement du processus de réforme institutionnelle de la CAC et les objectifs attendus par la nouvelle commission d'ici 2025 n'est pas satisfaisant. Il s'agit entre autres de la poursuite de la dite réforme avec notamment l'opérationnalisation des organes d'intégration communautaire que sont le Parlement, la Cour de justice, la Cour des comptes, la Banque centrale. Et dans l'optique d'atteindre une transformation structurelle bénéfique, d'autres chantiers font encore l'objet de réflexions, notamment, vous l'avez dit, la taxe communautaire d'intégration dont l'application effective aurait permis un développement encore plus important de notre sous-région. Avec tout le retard que la commission de la CAC a pris, est-ce que là aussi, ce mémorandum qui devait être signé le 27 février dernier lors du sommet de Luanda ne va pas tarder les choses pour que les deux commissions travaillent en synergie? Il faut dire que la diplomatie a cette particularité, je ne vais pas dire d'être patient, la particularité d'analyser avec beaucoup de rigueur un certain nombre d'éléments. Parce qu'on définit la diplomatie comme la politique étrangère d'un pays. Et chaque État a ce qu'on appelle un timing. Chaque État a sa manière de travailler. Chaque État a sa vision. Mais non, il faut la conjugaison des efforts pour regarder dans la même direction. Vous savez que nous ne vivons pas, c'est vrai que nous sommes en période de crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique. Et actuellement, le défi que veulent relever un certain nombre d'États, notamment le Gabon, c'est la relance de notre économie, la relance de l'économie. Donc du coup, parler aujourd'hui de signer un mémorandum, si déjà sur le plan économique les choses ne marchent pas bien, bon, je pense que ça risquerait de ne pas, je ne vais pas dire que ce n'est pas une priorité, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne peux pas lire dans l'enveloppe pour savoir pourquoi ils n'ont pas signé ce mémorandum, quelles sont les raisons qui expliquent ce phénomène. Ce sont juste des hypothèses, c'est-à-dire que au moment opportun, je pense, lorsque les réflexions seront bien menées, le moment opportun, ils pourront bien évidemment mettre tout ça en exergue. Avec aujourd'hui la situation de la crise sanitaire qui complique les choses. Oui, la crise sanitaire complique beaucoup des choses dans le monde de manière générale et en Afrique parce que nous sommes en pleine récession économique. Et lorsqu'on parle de récession économique, ça a des répercussions sur le plan social, sur le plan politique. Il y a beaucoup des États dans l'espace, on va dire, de la CEAC, les élections présidentielles sont prévues. Donc, beaucoup ont des agendas très surchargés. Donc, du coup, tout le monde ne peut pas réagir au même moment pour une même chose. Absolument, on n'a pas les mêmes priorités, quoi. On n'a pas les mêmes priorités. Donc, du coup, il faut laisser le temps des différents États à mener des réflexions et surtout, lorsqu'ils prendront l'engagement, que ces engagements se matérialisent, soient opérationnels sur le terrain. Parce que beaucoup de textes et décrets régulièrement sont pris, mais sur le terrain, nous ne voyons rien. Pour qu'après, nous ne soyons pas confrontés aux mêmes réalités, laissons le temps aux différents États de mener des réflexions. Je pense qu'au moment opportun, ils vont se prononcer sur ce mémorandum. Merci à vous. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission. Nous recevions Jaurès Ndoundong, spécialiste en relations internationales. Merci pour votre disponibilité. Et vous êtes toujours le bienvenu à l'émission. C'était un réel plaisir comme ça de pouvoir partager ces moments-là avec nos auditeurs parce que c'est important
de sensibiliser également les auditeurs sur des questions en rapport avec les politiques publiques régionales et même nationales. Parce que lorsqu'on parle d'intégration régionale ou sous-régionale, beaucoup sont sceptiques. Ça permet... On ne se retrouve pas carrément. On ne se retrouve pas et se pose la question pourquoi s'intéresser à ces questions. Et pourtant, on a besoin, bien évidemment, que des experts puissent apporter des éléments, des réponses à nos auditeurs, voilà, donc aux populations, pour permettre effectivement que nous ne soyons pas, je vais dire qu'il y ait une distanciation entre ce que le politique dit et ce que les populations voient. Parce que ça permet également de briser les barrières sur les questions de l'ethnicisme. L'ethnicisme, c'est une menace pour nos démocraties. C'est une menace pour nos différents États. Régulièrement, on a des clivages, on a des clichés sur les communautés, mais via l'intégration régionale, ça va nous permettre de pouvoir connaître l'autre. Parce que au moment où il y a la barrière entre vous et moi, ça crée des frustrations, ça crée des préjugés, ça crée de l'intox. Et l'intégration sous-régionale, on parle de la CEAC et la CEMAC, va nous permettre comme ça de pouvoir briser les barrières et conjuguer nos efforts. Voilà. Merci encore. Nous avons à la prise de son Julien Makita, Hervé Mopimba Ndaka, Gérard Malekou et moi Fabien Guy Okevele. Vous disent merci d'avoir été des nôtres. À bientôt pour un prochain numéro de Gabon Eco sur Radio Gabon, la référence. Respectez les mesures barrières. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour